nouveauté. Ça va, bon. Comme ça, joyeux. Je peux débrouiller ici. Bonjour. Salut pasteur. Salut. Ça va? Ça va, merci. Prenez place. Ah, c'est le bienvenu. Merci beaucoup. Je vois que ça a été le voyage. Là, Dieu. C'est le pasteur Roger Bansi et le prophète Fumusuga, l'apôtre Roger Bansi, le président de la pastorale liso-francophone d'Allemagne. Donc c'est lui qui nous gère tous les pasteurs angolais et congolais de l'Allemagne. C'est lui qui nous gère, il est à Cologne. Merci beaucoup. Oui, Yes,
ezali lokola Kongo na biso ezali lokola mer rouge moni ya Kongo bilaka ntango ekoki mokono mer rouge ekokabwana na bitenge mibale ekozala trotard okozala englouti Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Dieu soit loué pour ce jour qui voit finalement le jour. Ce jour qui voit le jour. Je voudrais dire d'abord merci à Dieu qui a permis, mais nous disons également merci à maman Poyo Justine Kasavubu qui a accepté notre invitation. Je ne sais pas combien de fois elle a été en Allemagne, mais au bureau, je l'ai entendu livrer quelques mots en allemand. Elle maîtrise un peu déjà les villes et tout. Bon, voilà. Mais en tout cas, en ce qui nous concerne, nous sommes très heureux, maman, de pouvoir vous recevoir au milieu de nous. Non pas seulement vous-même, mais aussi avec notre papa. J'aimerais prier à papa de se lever. Notre papa. Merci beaucoup, papa. Merci. Donc, nous, le ministère international pour le réveil spirituel n'est pas seulement pour les choses purement spirituelles, mais il y a aussi bien d'autres choses qui sont, n'est-ce pas, qui passent ensemble avec l'évangile que Dieu nous a apporté. Ceux qui ont fait la théologie comprendront que dans la théologie, il y a la philosophie. Dans la théologie, il y a même l'anthropologie, l'étude de l'homme. Dans la théologie, il y a les sciences sociales, il y a la communication. Au fait, Dieu nous a envoyé Christ parce qu'il veut répondre aux besoins de son peuple. Et les besoins de son peuple ne sont pas seulement spirituels. Nous avons des besoins de chaque jour. Le peuple de Dieu a besoin de manger. Le peuple de Dieu a besoin d'étudier. Le peuple de Dieu a besoin d'une bonne santé. Le peuple de Dieu a besoin de sécurité. Le peuple de Dieu a besoin d'un bel avenir. Et quand au niveau, n'est-ce pas, de nos politiques, les choses sont organisées, il y a du travail pour tout le monde, je pense que même les églises ne souffriront pas de manque d'argent et ainsi de suite. Les chrétiens devraient être les personnes les plus indiquées pour faire une bonne politique. Parce que la politique n'a rien à voir avec le mensonge. La politique, c'est la gestion de la cité. Et pour gérer la cité, on n'a pas besoin de mensonges. Mais le problème, c'est l'homme. Voilà pourquoi, au travers de l'évangile, mais au travers de tel genre de conférences, nous voulons préparer l'homme. Peut-être nous dirons un homme nouveau. Un homme nouveau, avec une autre mentalité, une autre culture, une autre pensée, une autre façon de voir les choses, pour que demain, si jamais, parmi les enfants que nous encadrons, il y en a qui vont devenir présidents de la République, qui vont devenir tout ce que nous pouvons imaginer, alors qu'ils aient au moins appris au milieu de nous quelques valeurs importantes, quelques connaissances qui vont, n'est-ce pas, aussi l'aider dans leur future responsabilité. Voilà, maman. Avec tout le respect que je vous dois, et au nom de tout ce peuple, nous vous accueillons au milieu de nous et nous vous laissons le micro, tout en disant que, curieusement, je le disais tout à l'heure, que aujourd'hui, le 6 avril, c'était la date où le prophète Simon Kimbangu, qui est vraiment le premier martyr. On parle de Mandela qui a été emprisonné pendant 27 ans, mais je vous rappelle que le prophète Simon Kimbangu a été emprisonné pendant 30 ans. Juste pourquoi? Parce qu'il a réclamé, il a prophétisé et il a réclamé les dépendances de l'Afrique en général et particulièrement du Congo. Papa, vous avez le micro. Merci beaucoup, cher papa, parce que ici vous êtes le patriarche de tout ce troupeau de brebis qui cherchent le chemin de Dieu. Et donc, nous sommes vraiment ravis de nous retrouver ici. Et croyez-moi que
la connotation spirituelle et chrétienne qui fait toute votre singularité nous a beaucoup touchés. Et lorsque le pasteur Timki nous a proposé justement par procuration de votre part que nous puissions venir ici, nous n'avons vraiment pas hésité parce qu'évidemment nous prenons à cœur cette mission que nous avons, ce processus justement d'éclairage et d'enseignement vis-à-vis de notre communauté et je dirais même vis-à-vis de l'Afrique. Nous n'avons pas hésité parce que nous nous sommes justement investis d'une mission aussi d'enseignement et d'une mission aussi d'explication. Et je pense que je ne peux que vous remercier d'avoir pensé à nous, car nous sommes nombreux en politique. Merci beaucoup d'avoir pensé à nous. Alors, j'aimerais aussi dire merci à vous tous qui êtes ici, parce que aujourd'hui, mobiliser pour le Congo, ce n'est pas toujours évident, parce que, vous l'avez dit, notre pays se cherche et les Congolais, les Africains, ont été aussi détournés souvent de leur objectif, c'est-à-dire on venait en Occident pour acquérir quelques connaissances et afin d'aller construire dans notre pays. Mais aujourd'hui, la tendance s'est inversée. On cherche à fuir notre continent pour venir s'installer en Europe et une fois qu'on y est, on ne songe même plus à retourner. On pense qu'on a atteint le bonheur. Et donc voilà. Alors, votre sujet est un sujet tellement excitant, tellement intéressant, mais aussi très complexe. Je dois avouer que ça faisait très longtemps que je n'avais plus ressenti une telle difficulté pour vraiment disserter sur un thème, bien que chaque fois nous avons des occasions diverses pour parler du Congo. Mais là, je dois avouer que en allant vraiment au fond des choses, j'ai senti que c'est un sujet très important et qu'une seule conférence ne suffira pas. Il faudrait vraiment que j'ai l'occasion d'aller à gauche et à droite pour en parler et en reparler, parce qu'à chaque fois, on aura d'autres éléments. Alors, très humblement, je vous demande déjà de m'excuser d'avance, parce que je puis paraître peut-être incomplète ici, ou je vais peut-être aborder trop de matière à la fois. Mais j'aimerais bien que ce rendez-vous ne soit pas un rendez-vous manqué, que chacun, justement, qui est venu ici chercher à s'instruire, chercher à s'informer, rentre chez lui en ayant vraiment la conviction qu'une nouvelle page s'est ouverte pour sa propre approche de la problématique de notre pays, de nos pays. Alors, à ceux qui ne sont pas congolais ici, je demande aussi de m'excuser parce que mon réflexe sera de parler par rapport au Congo. Mais croyez que j'ai essayé d'aborder ce sujet en pensant à tous les problèmes, aux dénominateurs communs de l'Afrique. Donc ce que je pourrais dire ici sur le Congo, il suffira de les transposer dans vos pays respectifs parce que nous avons absolument les mêmes problèmes. Donc voilà ce que je tenais à préciser avant de prendre la parole. Donc voilà, vous avez demandé quelle est la réponse qu'on peut donner à la question de savoir comment sortir de l'emprise coloniale. Bon, déjà poser le problème, c'est définir le fait que nous nous sentons bloqués, qu'il y a une emprise. Et je pense même que le diagnostic est assez précis, parce que vous dites bien qu'il y a une emprise. Donc il y a déjà une identification de la source de la difficulté. Et là, je suis parfaitement d'accord. Alors, il faudrait peut-être, pour bien comprendre pourquoi il y a cette emprise, pourquoi il y a cet envoûtement peut-être, parce que nous parlerons aussi de tous ces aspects. L'emprise coloniale commence, à mon avis, à partir du moment où nous avons justement la colonisation. Et ici, j'aimerais peut-être dresser un tableau général
pour que nous puissions prendre conscience pourquoi aujourd'hui, plus de 50 ans après nos indépendances, il y a toujours cette emprise coloniale. Alors, à l'origine, on ne va pas remonter à des siècles perdus, mais on peut simplement se référer au 19e siècle, lorsqu'il y a cette fameuse conférence de Berlin, où les grands de ce monde se réunissent à quelques milliers ou centaines de kilomètres d'ici, à Wilhelmstrasse, à Berlin, pour redéfinir le cadre de leur propre émancipation et expansion économique. Mais pourquoi est-ce qu'ils se sont réunis? Mais parce que le monde a atteint un degré de développement et de révolution industrielle qui exigeait la recherche de matières premières. Et donc, ces matières premières, les premières réponses, c'est l'Afrique qui les fournissait, et en l'occurrence le Congo. C'est la raison pour laquelle notre pays est devenu justement un élément très important dans ce partage de l'Afrique. Donc, nous étions aux avant-postes pour fournir les réponses en matières premières dont l'Occident avait besoin. Et donc, la colonisation est venue. Mais elle est venue justement avec une politique de mainmise, une politique d'emprise et toute une construction de l'État qui devait servir ses intérêts. Alors, comme ils ont trouvé nos parents avec une conscience spirituelle, des traditions, il fallait maintenant dompter ces populations pour les soumettre et donc pour justement conditionner cette emprise. Et les missionnaires sont arrivés. Mais ils ne sont pas arrivés simplement pour s'aimer la parole de Dieu. Il fallait exploiter la parole de Dieu pour assujettir. Et pour ça, il fallait élaguer, donc écarter tout ce qui faisait nos traditions. Parce que nos ancêtres croyaient en Dieu. Ils avaient une façon de l'exprimer, de vivre cette réalité. Mais l'homme blanc est venu en disant, mais non, il faut absolument élaguer cela. Et donc, il y a toute une construction qui tient compte à la fois de ce que doit devenir l'homme congolais, c'est-à-dire un homme soumis à cet ordre colonial, mais aussi ce qu'il doit faire pour servir les intérêts qui viennent maintenant s'imposer par la contrainte dans son pays. Je passe les détails parce que vous êtes évidemment au courant qu'il y a eu de la résistance par-ci, par-là, et que tout cela n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Non, il y a eu de la résistance parce que justement il y avait une conscience de classe, il y avait une conscience de groupe, il y avait une conscience de vivre une communauté de destin qui ne permettait pas à ce qu'on prenne comme ça, de but en blanc, une culture, une civilisation qui n'était pas la nôtre. Et donc, je pense qu'il y a trois moments qui figent cette emprise coloniale. Il y a donc 1885, le partage, et puis une vingtaine d'années après, vous avez 1908, c'est-à-dire là où la structure du Congo devient vraiment un modèle adapté à répondre aux colons belges. Et puis, vous avez quelques années plus tard, 1960. Mais entre 1908 et 1960, vous avez ce que moi j'appelle, et nous y reviendrons dans la dernière partie de mon exposé, vous avez un éveil ou en tous les cas un concours que Dieu crée, parce que je pense finalement que de par ma foi je puis dire que l'homme blanc qui vient avec les missionnaires, il va exploiter la parole de Dieu, il va exploiter l'existence du Christ, il va mettre ça un petit peu dans un modèle qui lui est propre. Mais moi je suis convaincu que lorsque justement vous venez de nous citer Simon Kimbangu apparaît, je crois que même l'homme blanc ne savait pas que c'est Dieu qui avait agi ainsi. Parce que le missionnaire vient avec un Jésus qui est blanc, dans une terre qui est totalement inconnue pour le blanc. Mais comment est-ce qu'on peut faire passer l'acceptation d'un Christ qui est blanc, ou supposé blanc, à une population qui découvre l'homme blanc? Donc, quelle est la garantie que l'homme blanc va croire en ce Christ si on ne concurrence pas cette mission, ou ce missionnaire, ou ce prophète, par un homme qui nous ressemble?
Pourquoi est-ce qu'il y a des ambassadeurs? Mais c'est parce qu'il faudrait que notre parole et notre représentativité soient réalisées par un homme qui nous ressemble pour que le message soit compris. Et donc je crois que là, c'est certainement Dieu qui a voulu que Simon Kimbangu vienne pour que ce message, parce qu'il se revendique de la chrétienté. Il ne renie pas la chrétienté parce qu'il y a un dénominateur commun des valeurs universelles. Et je pense que justement, lorsque Simon Kimbangu vient, c'est pour consolider le positif qu'on peut prendre dans la civilisation de celui qui vient chez nous, mais en ne prenant pas tout, puisque nous devons aussi préserver notre âme, puisqu'elle a une mission également. Et donc, voilà un petit peu. Alors, je sais qu'il y a l'emprisonnement de Simon Kimbangu qui va intervenir, parce que la concurrence devient trop forte par rapport à une église qui doit avoir le monopole, et qui doit aussi obéir à l'exigence économique. Il faut exploiter et il faut aussi asservir l'homme noir, le Congolais. Et si on laisse Simon Kimbangu en liberté, la concurrence pour une désobéissance entre guillemets par rapport à l'ordre de contrainte sera si évidente qu'on risque de rater l'exploitation économique dont le rendement aussi figure dans les pronostics de rentabilité et d'expansion économique et de croissance économique, pour prendre un terme cher aux économistes. Donc je pense que c'est une manière que Dieu a voulu que nous, on puisse aussi avoir une racine qui parle d'une semence universelle sur les valeurs du bien ou les valeurs du mal, et à nous évidemment d'exercer notre arbitrage pour choisir. Donc, ça, c'est un tableau que je voulais quand même un peu préciser pour qu'on sache bien que nous venons de quelque part. Nous ne sommes pas des êtres du néant, mais que l'homme blanc devait essayer, en tout cas c'est ce qu'il a fait, de nous asservir en éradiquant tout ce qui nous est propre pour éviter toute compétition. Donc cette emprise coloniale, à mon avis, commence à connaître une remise en question à partir des années de velléité de notre indépendance. Et vous savez, 1960. Et donc, après 1960, et c'est là maintenant qu'il faut comprendre la deuxième page que je veux ouvrir ici, pour qu'on comprenne bien pourquoi l'emprise coloniale nous affecte aujourd'hui. Mais c'est parce qu'une fois qu'on a eu l'indépendance, il a fallu maintenant que le Congo découvre quelle est sa vocation politique et quelle est sa vocation géopolitique. Parce qu'il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, mais on n'en mesurait pas l'impact, tout simplement parce que le rythme de production, évidemment, était accéléré. Nos parents, nos ancêtres ont contribué à cela, parce que l'effort de guerre était sollicité de toutes parts. Mais on ne savait pas que cet effort de guerre allait aboutir vers une réalité sociologique et une réalité politique, géopolitique, qui allait évidemment affecter les velléités d'indépendance que nos parents croyaient si justement revendiquer. Alors, quelle est la vocation vraiment du Congo qu'on découvre et qui conditionne cette emprise coloniale? Mais c'est parce que l'indépendance, en fait, arrive comme conséquence d'une mobilisation internationale qui a eu lieu sous d'autres cieux. Et comme on dit toujours que lorsque le vent de l'histoire souffle, il est très difficile de contrevenir à cela. Et donc, la Belgique et certains pays occidentaux ne pouvaient pas aller contre le vent de l'histoire. Mais justement, en ne pouvant pas échapper à ce vent de l'histoire qui soufflait la décolonisation, rappelez-vous, à partir des pays d'Asie du Sud-Est, eux qui n'étaient pas d'accord pour qu'on ait cette liberté, parce qu'évidemment, ce sont les matières premières qui allaient leur échapper, ou en tout cas le contrôle de ces matières qui allait leur échapper, eh bien, ils ont entrepris toute une série de stratégies pour continuer à maintenir, pour continuer à opérer cette emprise par toutes sortes de subterfuges. Mais nos parents n'avaient pas tous ces éléments-là, ce qui fait que leur bataille a continué dans la résistance, dans la conviction et en essayant chaque fois de déjouer les pièges. Mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est que la vocation du Congo s'est révélée tout simplement par le fait que
nous étions maintenant au cœur du dispositif mondial de la géopolitique. Et on ne mesurait pas tellement cet impact parce que les grandes puissances qui se battaient l'hégémonie du monde, eh bien, en arrière-cour, en fait, c'était le contrôle du Congo qu'ils recherchaient, puisque tout ce qui concernait le développement, que ce soit la technologie, que ce soit les industries, eh bien, Dieu, dans sa souveraineté, a mis toutes ces matières premières au Congo. Mais comme nous n'avions pas la science, nous ne mesurions pas justement l'impact de ce dispositif que Dieu a mis dans notre pays. Mais ceux qui étaient avancés d'une manière tout à fait établie en termes de développement économique, eux savaient exactement ce qu'il y a au Congo. Et le Congo est devenu, malgré lui, le théâtre de toutes ces convoitises. Alors, le Congo s'est découvert donc la vocation d'être au cœur du dispositif de la géopolitique. Mais le Congo n'avait pas les moyens de se battre pour maintenir sa souveraineté au cœur de ce dispositif. Tout simplement parce que les pays occidentaux qui avaient les moyens, qui ont toujours les moyens, eh bien, parmi les stratégies, il y avait ces stratégies d'essayer, dans tous les secteurs de notre vie nationale, de maintenir des contrôles ou de maintenir des blocages ou d'empêcher aussi certaines émancipations, ou parfois octroyer des facilités, mais au bout du compte des facilités. Et donc, alors, en lieu et place de l'indépendance, nous avons donc eu maintenant la dépendance. Pendant des années, nous avons essayé de nous battre pour nous émanciper, mais nous avons été souvent bloqués parce que le mécanisme de ce dispositif international conditionnait plus la dépendance de notre pays, c'est-à-dire une irresponsabilité indirecte, parce que l'interdépendance que nous devions conquérir grâce à notre souveraineté nous a été confisquée. Or, avec une interdépendance et une souveraineté affichée, vous exercez une responsabilité de choix d'une vision politique et d'un développement à venir. Tandis que la dépendance, vous êtes dans l'irresponsabilité puisqu'on vous manipule à souhait. Et donc, nous avons eu une démocratie en quelque sorte assistée, une souveraineté qui a été dominée, qui a été contrôlée, finalement qui a été confisquée. Mais c'est très très subtil tout ça. Alors, j'aimerais peut-être ici vous dire que nous avons eu une chance de quitter cette emprise coloniale. Parce qu'il y a toujours ici ou là des hommes que Dieu envoie dans d'autres pays, parfois aussi dans votre propre pays, pour le bien de l'humanité. Il y a des grandes figures qui ont fait vraiment l'histoire du monde. Vous avez des hommes comme Martin Luther King qui ont fait vraiment changer la lutte pour l'émancipation civique des Noirs. Vous avez des Marcus Garvey pour aller un peu dans le sens de ceux qui sont plus révolutionnaires. Il y a plein d'hommes comme ça que Dieu envoie. Mais il y a de temps en temps aussi des hommes politiques et clairvoyants, mais dont on ne soupçonne pas justement cette disponibilité. Alors, je vous dirais que j'ai amené ici un livre. Certains connaissent déjà ce livre parce qu'il existe depuis déjà quelques temps. Mais j'aime de temps en temps y revenir. Pourquoi? Parce que c'est un livre qui parle de... C'est un peu un parcours initiatique aussi. Et donc, je pense que vous en êtes informés. Mais c'est tout simplement pour dire que par rapport à ce dispositif géopolitique international que nous évoquons ici, eh bien, il y a un homme politique américain qui aurait pu y mettre fin. Parce que lui, il voyait le monde autrement. Et en deux mots, je vous dirais tout simplement que c'est John Fitzgerald Kennedy. Alors, vous savez qu'il a eu évidemment une vie qui n'a pas été très longue, mais il a bien rempli cette vie. Parce qu'il a été aussi à un moment donné sous-secrétaire d'État et sénateur, mais chargé de l'Afrique. Et c'est là qu'il a découvert l'importance du Congo. Et notamment, ce qui a permis au monde libre de le devenir grâce aux matières premières venues du Congo qui a permis la fabrication de la bombe atomique. Et lui, qu'est-ce qu'il a dit? Dans son programme électoral ou pré-programme électoral, il disait que, mais nous, Américains qui sommes la première force du monde aujourd'hui, nous devons quand même
essayer de protéger. Nous avons une mission de protéger le monde, une mission de garder l'équilibre du monde, et donc une mission de garantir notre sécurité. Or, notre propre sécurité dépend justement d'un pays comme le Congo, qui est au cœur de ce dispositif à cause de la force de frappe des matières premières dont ce pays dispose. Alors, si nous n'aidons pas ce pays à s'émanciper, à suivre notre voie de développement et de progrès, alors nous allons laisser ce pays aller à la dérive vers les extrémismes, vers, à l'époque, l'extrémisme premier, c'était le communisme. Mais vous comprenez que, mutatis mutandis, on peut dire que le communisme, c'est aujourd'hui le fondamentalisme, c'est tout ce qui est isme aujourd'hui. Donc tous ces excès risquent d'affecter ce pays. Or, une telle force de frappe dans des mains d'inconnus, dans des mains de gens incontrôlés, dans les mains de gens inconscients, eh bien c'est le feu dans le monde. Et il faut éviter que Hiroshima ne se reproduise à l'échelle planétaire. Et donc il faut pouvoir permettre à ce pays de se développer. Parce que plus le pays va se développer, plus ils n'auront pas envie d'être tentés d'aller vers les extrêmes. Et il appelait cette politique, il avait intitulé cela une stratégie globale pour la paix. Et donc cette stratégie globale pour la paix qui garantit la sécurité du monde libre, eh bien c'est de permettre aux pays africains qui sont en train de demander leur indépendance, grâce à des leaders clairvoyants, qui réclament cette indépendance à juste titre, eh bien c'est de les aider à s'émanciper vers cet objectif-là. Et donc c'était une stratégie globale pour la paix, basée par un accompagnement du développement, par un accompagnement du progrès dans nos pays. Mais vous voyez que cette vision-là mettait en difficulté ceux qui justement n'étaient pas d'accord avec les indépendances africaines et qui voulaient maintenir l'emprise coloniale. C'est la raison pour laquelle, à mon avis, ça c'est un jugement subjectif, mais je pense que cette vision-là de Kennedy dérangeait. Je ne suis pas ici procureur, rien du tout, ce n'est pas mon rôle, mais je pense que si cet homme avait pu mettre cette politique en pratique et peut-être gagner 2 mandats et suivre cette ligne de conduite, peut-être que les choses se seraient passées autrement. Et il n'aurait pas été convaincu que ce pays, qu'il y a un communisme ici, ou alors si l'assassinat de Lumumba aurait été inévitable parce que c'était une administration républicaine qui avait commis cela, alors que lui, il venait en tant qu'une administration démocrate. Donc, peut-être qu'il aurait trouvé les voies et moyens pour juguler les conséquences de telles ignominies. Mais vous aurez constaté que l'emprise coloniale a continué parce qu'on nous a apporté après des coups d'État, tout simplement parce qu'après Kennedy, tous ceux qui vont lui succéder jusqu'à une époque récente, ils ont prôné une stratégie globale pour la guerre. Et la guerre s'accompagne justement de la misère des peuples africains. La guerre a besoin de dictature dans nos pays. La stratégie de la guerre a besoin justement que dans nos pays, il n'y ait pas juste cette soif d'émancipation, mais au contraire qu'on maintienne sous coupe toutes ces populations, parti unique, extrémisme, droits de l'homme qu'on ne respecte pas, un dictateur qu'on soutient pendant des décennies, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui il y a encore des adeptes de ces formats de dictature, et donc voilà. Alors, ça c'était pour vous montrer que il peut y avoir toujours des occasions pour se redresser et pour changer les choses. Alors, vous aurez compris que le carcan de la géopolitique dans lequel notre pays est impliqué, c'est aussi le carcan qui définit ou qui révèle l'ordre mondial. Et selon les périodes, selon aussi les circonstances, eh bien cet ordre mondial, bon an, mal an, on s'y adapte ou on ne s'y adapte pas. Alors, ce qui veut dire que, à mon avis, les autres types de stratégies qui ont permis de maintenir l'emprise coloniale, c'est par la sémantique, par exemple. Comment aborder les peuples africains, les conditionner
à ne pas se développer, eh bien, il faut d'abord les considérer comme des pays sous-développés. Ça, c'est autour des indépendances. Et puis, un peu plus tard, on va dire non, des pays en voie de développement. Et nous, on croit qu'on va avancer. Et puis ensuite, on va nous dire des pays pauvres très endettés. Et puis, on se dit, mais non, nous avons encore fait un progrès. Et puis après, on va nous dire, non, des pays émergents. Donc, il y a une escalade de sémantique qui font croire dans chaque décennie aux Africains, aux Congolais, qu'ils sont en train de faire des progrès. Mais justement, à chaque étape, en réalité, c'est comme l'hippocampe. On n'avance pas, mais on avance en reculant. Mais on ne se rend pas compte. Parce qu'évidemment, chaque étape construit aussi son groupe d'adeptes, construit son mécanisme de manipulation, souvent aussi avec à la rescousse des particules de tribalisme. Et alors, le tribalisme, c'est comme le polyphylla, c'est ce qui vient justement cimenter les petites failles que les uns les autres peuvent trouver. Et, bon an, mal an, ça tient 2 ans, 3 ans, mais 2 ans, 3 ans, ça suffit pour conditionner des jeunes qui ne connaissent rien et qui pensent qu'effectivement vous les conduisez vers le bon chemin. Donc, vous voyez que les subtilités pour maintenir cette emprise coloniale sont multiples. Alors, il y a aussi l'autre tentative de maintenir cette emprise coloniale. C'est tout simplement par l'éducation. Alors, ici, nous entamons un sujet quand même assez important parce que autour des indépendances, on nous a dit, oui, parmi les arguments qu'on lisait souvent, oui, mais tous ces leaders, oui, ils réclament l'indépendance, mais ils n'ont pas assez de cadres pour gérer l'administration. Mais vous aurez vu que eux qui étaient censés être moins diplômés, ou en tout cas avoir des cartes de visite qui auraient affiché moins de titres universitaires que ceux d'aujourd'hui, ils ont réussi à vaincre quand même l'homme blanc pour arracher quand même quelque chose, l'indépendance. Évidemment, ils étaient conscients que ce n'est qu'une étape et que la vie, c'est toujours un perpétuel recommencement pour conquérir des victoires. Mais ils ont quand même gagné cette victoire-là, eux qui étaient moins diplômés. Mais aujourd'hui, alors que nous avons plus de diplômés, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que, évidemment, nos pays ont vraiment terriblement reculé. Et on n'arrive pas à se l'expliquer. Nous avons les meilleurs professeurs dans les universités extérieures, internationales, mais les nôtres qui sont dans notre pays n'arrivent pas à inverser le cours des choses et au contraire, nos universités se dépérissent de plus en plus. Quand une coopération arrive, ça tient le temps de placer les meubles et une fois que les coopérants sont partis, les meubles sont empoussiérés et puis après le contenu disparaît et il n'y a plus rien. Et il suffit de voir aussi parfois les facultés de médecine. Il m'est arrivé d'assister à des donations, mais 1 an après, les tensiomètres se retrouvaient dans des cabinets privés et il n'y avait plus rien dans les universités. Donc c'est pour vous dire que le mécanisme d'appauvrissement, le mécanisme de dépérissement, le mécanisme aussi de dévaluation, de dépréciation de nos atouts fait partie de ce système, de cette stratégie de maintenir nos pays sous l'emprise coloniale. Alors, quand je dis éducation, je vais vous donner quelques exemples. Il y a un jour des jeunes qui reçoivent des bourses d'études pour venir en Occident. Eh bien, ils arrivent ici, ils s'intègrent, ils parlent les langues d'ici. Ceux qui viennent en Allemagne bientôt seront des parfaits bilingues, ils maîtriseront l'allemand. Ceux qui sont en Italie vont parler italien. Ils auront des qualités tout à fait comparables à leurs camarades italiens de souche ou allemands de souche. Mais vous allez constater que, une fois qu'ils ont les diplômes, ils se retrouvent dans un pays, en tous les cas, au début, dans les années 60-70, ils rentraient au Congo en espérant trouver du travail. Mais à partir des années 80, c'est-à-dire les années où
il fallait peut-être essayer d'espérer que les ajustements structurels de la Banque mondiale et du FMI allaient produire quelque chose, eh bien, on a constaté que la courbe commençait à s'inverser. Au lieu que les hommes qualifiés restent au Congo, ils cherchaient maintenant aussi à s'exiler. Et ceux qui étaient déjà en Europe étaient retenus pour travailler lorsqu'ils étaient très qualifiés pour l'homme blanc. Et c'est comme ça que vous trouvez des professeurs dans les meilleures universités. Mais, qu'est-ce qui arrive au bout du cycle pour ceux qui sont des civils et non pas des militaires? Ils font leur processus, ils font leur cursus, mais on remarque quand même qu'ils deviennent, souvent, ils tombent malades. Pour ceux qui sont dans les branches très très scientifiques, très très techniques, ils tombent malades juste au moment où ils peuvent maintenant retourner chez eux pour mettre à la disposition de leur pays ce développement. Prenez par exemple un ingénieur polytechnicien qui travaille à la NASA. Il va être performant pendant toute sa carrière. Et au moment où, aux États-Unis, il peut prendre sa retraite, c'est le moment où il peut maintenant, chez nous, comme on est quand même, on n'est jamais au chômage en quelque sorte, hein, si on peut mettre son savoir au service du pays, eh bien, lorsqu'il peut maintenant prendre cette connaissance pour aider le Congo à se développer, à créer des centrales nucléaires, il tombe malade. Donc, ça aussi, ce sont des choses. Je ne dirais pas que c'est une stratégie, mais le hasard se répète tellement qu'on doit se demander s'il n'y a pas une cause qui peut justifier les faits. Alors, vous avez par exemple aussi des militaires, et Dieu sait si, dans les années 60-70, lorsque nous avons conquis notre indépendance, les premiers dirigeants avaient à cœur, et je me rappelle encore que le président Joseph Kasavubu avait à cœur d'émanciper notre armée nationale, et vous avez constaté que de nombreuses bourses d'études ont été accordées pour que les jeunes officiers congolais puissent se former en Occident. Mais que s'est-il passé? Parce qu'il y a toujours derrière cette stratégie de mainmise, d'emprise coloniale. Eh bien, dès qu'il sortait lieutenant ou major et qu'il rentrait pour servir le pays, on avait déjà déboulonné la démocratie, on était déjà en dictature, et qu'est-ce que le dictateur fait? Eh bien, tout de suite, on imagine des complots fictifs pour mettre à mort justement ces officiers qui ont pu acquérir une science pour permettre à ce que notre intégrité territoriale et notre souveraineté nationale puissent être garanties par une armée républicaine qui soit conséquente, et automatiquement on a décapité petit à petit tous ceux qui étaient formés. Donc ça aussi, ça relève des stratégies pour maintenir sous coupe nos pays, pour empêcher l'émancipation, la liberté, parce qu'il faut toujours en arrière pour maîtriser ces matières premières d'une manière tout à fait unilatérale. Dès le départ, vous avez dit que le thème vraiment a challengé votre carquois d'intelligence pour fouiller, et que vous avez trouvé que c'est un thème très intéressant sur lequel il faudrait peut-être encore revenir. Moi, personnellement, je serai disposé, on va voir avec notre président, si pas organiser ça plutôt dans un autre cadre, n'est-ce pas, de la pastorale ou ailleurs. Mais moi, je serai disposé toujours à pouvoir encourager de tels projets. Voilà, le temps nous est donné pour que nous puissions poser des questions. Il y a un micro ici, baladeur, que je remets au prophète, et maman a un micro. Posez les questions. Comme nous avions dit, si vous voulez poser votre question en Chiluba, le pasteur Mathieu est là pour traduire. Si vous voulez poser une question en Swahili, le pasteur Mathieu est là pour traduire. Si vous voulez poser votre question en Kingbandi, le pasteur Bobo est là. Si vous voulez poser la question à Kikongo, le pasteur Tinki est là. Et à Lingala, quelqu'un est là. En français, quelqu'un est là. À Moshi ou à Mateke, le pasteur Amélie est là. Donc voilà, sentez-vous libre, posez la question librement et nous allons avoir la réponse, n'est-ce pas, de la part de maman. Oui, j'ai une question. Oui. Attends, on te passe le micro.
C'est l'un des anciens de l'Église. Vous avez pris l'exemple des savants de la NASA et vous avez dit qu'on a pu constater au fil des ans que le moment de retourner en Afrique, il tombe malade. Est-ce que vous pensez qu'il s'agit là d'une conspiration de la part des Occidentaux, parce que justement c'est un phénomène qui se répète? Est-ce qu'il s'agit là d'une conspiration? C'est ce que j'aimerais savoir. Maman, j'ai été frappé par l'exposé, mais j'ai une inquiétude. La manière de vous voir brosser la matière, ma question est une préoccupation. Est-ce que le kimbanguiste seul a cette connaissance de ce que vous venez de nous présenter comme étant le départ de notre foi ou de notre fondement pour pouvoir dévier à cette mainmise sur notre pays? Une onction, comme le pasteur Mathieu vient de le dire, notre onction. Une sous-question: si tel n'est pas le cas, à votre niveau, que pensez-vous comme travail à faire auprès de ceux-là? Parce que, à vous entendre parler, j'avais comme devant moi un miroir de l'histoire des branhamistes qui nous prône autre chose que ce qu'était Branham. Et à vous entendre parler, cela a été particulièrement la même chose pour moi que kimbanguiste qui avait une autre figure, mais d'autres, les adeptes, nous présentent autre chose que ce qui est d'abord la mission pour le pays et pour l'Afrique. C'était ça ma préoccupation. Et bonsoir et merci à, j'ai envie de dire, son Excellence, Madame Justine Kassabou. J'ai une question, en fait, je me demande, au bout de votre analyse, étant donné qu'au départ, les Africains ont tenu des bourses ou venaient étudier en Europe pour acquérir des connaissances et ensuite retourner servir leur pays. Mais ça fait des décennies déjà que c'est plutôt, lorsque nous venons ici, nous cherchons plutôt à nous installer à cause de la situation qui n'est pas très favorable dans notre pays. Et ceux de nous qui restent au pays sont dans le chômage et vraiment les conditions de vie sont difficiles. Donc, à vrai dire, on ne peut pas, à moins que ce soit un appel, c'est très difficile de convaincre un jeune qui vient ici et qui a les avantages que lui offre la société. 21 Je Jahre alt. suis Jonas, 21 ans. Ich studiere Sozialwissenschaften J'étudie la science sociale. und ich wollte fragen, also ich habe gelernt, dass die Geschichte eigentlich die Antwort auch auf die Probleme der Gegenwart sind. J'ai appris que l'histoire est la réponse aux problèmes présents. Und jetzt die Frage auch für unsere neue Generation. Pour nous, la nouvelle génération, la question est la suivante. Wie können wir es fördern, dass die Bibliothek, die unsere Eltern haben, es auch den Kindern erben können? Also dass wir, ja. Que pouvons-nous faire pour que cette bibliothèque, cette histoire puisse transcender en nous la nouvelle génération? Und dann noch eine zweite Unterfrage. Also Et ma deuxième sous-question. Eins meiner Ziele ist es auch, die Biografie von Lumumba zu schreiben. Un de mes visions est d'écrire la biographie de Lumumba. Und ich wollte einfach fragen, weil ich auch nicht nur das Positive, sondern auch das Negative sehen Je ne vais wollte. pas simplement voir la partie positive, mais aussi la partie négative. Ist sein Charisma, also damals als König Baudouin gekommen ist an der Unabhängigkeit, als er einfach so plötzlich gekommen ist und die Unabhängigkeitsrede gehalten hat und auch die ganze Politik, die er danach geführt hat, ist es auch ein Charisma, den wir als neue Generation gegen die Unterdrücker auch folgen könnten? Oder müssen wir auch mal zurückschauen und sagen, okay, wir müssen da auch mal was reformieren, beziehungsweise auch gezielter nachdenken? Ja, übersetzen. Il fait allusion à Lumumba, nous devons copier ce qui est positif comme négatif. Le courage qu'il a eu, l'audace qu'il a eu, est-ce que c'est un charisme que nous,
la nouvelle génération, nous pouvons aussi opter lorsque nous prenons conscience de cette emprise coloniale. Genau, das ist eigentlich die Frage, die ich stellen wollte. Also, welchen Charisma können wir einfach als Vorbild nehmen, wo wir denken, weil die Geschichte wird sich immer wiederholen, aber es liegt an uns, nicht immer die gleichen Fehler zu machen. Wir können einfach das Bessere daraus machen und eines Tages auch ein Paradies aus unserem Lande machen. Quel exemple nous devons copier ou bien quel genre de charisme? Ja, sie hat schon verstanden. Okay. Je ne sais pas, c'est une question, pas une question, mais une suggestion aussi parce que nous sommes dans le cadre de l'Église. Je pense que c'est le devoir aussi que l'Église devrait jouer. Comme j'ai entendu ici, il y a l'onction initiale, il y a aussi l'onction qui nous est venue de l'Occident. Est-ce qu'il faut-il suivre l'onction de nos ancêtres? Mais moi je pense qu'il faut que l'Église arrive aussi à conscientiser, à nous conscientiser que nous avons une nation, nous avons une terre à laquelle nous appartenons et que nous devons aussi nous soucier, nous préoccuper pour notre nation. Quand je vois la journée d'aujourd'hui, je me suis attendu au moins qu'il y ait un grand nombre de Congolais. Mais malheureusement, nous voyons que les gens ne sont pas là. Donc, il nous manque cette prise de conscience, venir écouter ce que nous pouvons nous faire pour que nous puissions amener un changement dans notre pays. Donc, je pense que c'est aussi un rôle dans l'Église. Parler de la foi, parler du péché, parler de toutes ces choses, c'est bon. Mais c'est aussi important que l'Église prenne cette conscience, de conscientiser, de nous conscientiser par rapport à notre identité. Merci maman. Maman, ma sœur a posé une question. À tout le monde a dit, l'église est en monnaie, mais t'as battu pourquoi pour la ligne? C'est habituel, bazan bandela, bazoya. C'est peut-être bandela bazoya. Avant de terre le bibo, nous lui battons ici go bazoya, t'es habité, bagoya. Mais quand on dit papa, ton qui sus ko bandela li sus. Ton qui sus ko bandela li sus ko pesa sus, ba église sus invitation pour ba ko sus ko ya. Voilà ndé aux ala bien pour ngai. Voilà ndé aux ala bien. Merci maman. Madame Kassabou avait parlé tout à l'heure de la Chine, ce que la Chine est en train de faire actuellement. Et il a lié tout ça avec la culture chinoise, c'est-à-dire avec leur onction très simple. Mais si je peux parler un peu de l'histoire de la Chine a été colonisée par le Japon. Et ils ont connu une colonisation atroce de la part des Japonais. Et le jour où les Chinois se sont rendus compte qu'ils doivent chasser les Japonais, alors ils ont bouté dehors toute la culture japonaise. Et ma question est celle-ci. De notre part, en tant que Noirs ou Congolais, est-ce que devons-nous aussi bouter dehors toute la culture européenne? Il y a un élément très important, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vous ai dit que le Congo est au cœur du dispositif géopolitique. Hein? Je vais y revenir parce qu'une question a été posée sur la vocation. Mais en tous les cas, ce qui est tout à fait indispensable, c'est que nous devons nous décoloniser la mentalité. J'ai écrit ce livre il y a quelque temps. Et quand ce livre est sorti, Colette Brackman et tout ce monde avaient aussi publié. Mais il faut voir le nombre de Congolais qui automatiquement allaient prendre le livre de Colette Brackman. Mais peut-être le livre des Congolais, ça reste. Donc la responsabilité, elle est la nôtre. Hein? C'est-à-dire que Mapika Kalanda a écrit La remise en question. Vous avez lu ce livre? Bon, faites-moi plaisir, cherchez ce livre. Évidemment, l'édition sera sans doute épuisée. Mais il se peut que, ici ou là, il y ait des compatriotes qui aient une copie. Faites-vous des copies. Peut-être que sur Internet, il y a un site dans une université qui a peut-être mis ça. Donc, nous ne lisons pas. Hein. Donc, forcément, nous restons conditionnés par le produit qui est entré dans l'usine d'une université occidentale au début et qui reste conditionné par cet état d'esprit-là de dépendance, c'est-à-dire une mentalité d'assister.
commençons par nous défaire de la mentalité d'assister, de croire que l'homme blanc vient vous dire ce n'est que ça qui est bien. Parce que ce qu'on a compris, c'est quoi? Nous, par exemple, en politique, vous allez dans une rencontre diplomatique, vous rencontrez une personnalité à un niveau quelconque, peut-être un deuxième secrétaire ou un chef de division, parce que quand vous n'êtes plus ambassadeur, quand vous n'êtes plus dans les fonctions, on peut continuer à vous recevoir, mais vous ne rencontrez plus un ambassadeur de votre rang. Donc, on va vous rencontrer, on va vous recevoir dans l'administration. Bon. Mais si vous avez l'amour de votre pays, vous n'allez pas vous sentir humilié. Parce que vous vous dites que d'un petit peut aussi arriver un message qui va parvenir au grand. Et donc, vous allez aussi prendre le soin de faire votre travail et de transmettre ce qu'il faut transmettre. Mais combien de fois je ne vois pas des Congolais ou des Africains qui accordent plus d'importance à ce que l'homme blanc dit? Regardez les livres écrits par des Congolais ou des Noirs, surtout des Congolais. Vous allez voir en bas de page, il y a plus de références sur des livres des Blancs, et sur le même sujet des Noirs ont écrit, mais il y a très peu de références sur les professeurs de l'UNIKIL. Et pourtant, ils ont traité le même sujet. Non, ils sont allés puiser sur le livre écrit par Verhagen. Bon, c'est vrai, moi je ne nie pas les qualités. Mais je pense que nous devons d'abord créer notre propre personnalité. J'ai parlé ici du dénominateur commun de certaines valeurs universelles. Donc, nous ne disons pas qu'il faut tout rejeter. Moi, je vous répondrai comme Joseph Kasavubu en 1956 qui écrivait « La culture bantoue ne doit pas être abandonnée, mais elle doit simplement évoluer, s'adapter. » Voyez-vous? Donc, ça veut dire que nous devons avoir l'intelligence humaine de trier. Le tamis est tout à fait nécessaire parce que Dieu a créé l'homme à son image, mais il n'a pas conditionné toutes les cultures pour que telle culture assujettisse l'autre. Non, il faut pouvoir dans l'interdépendance voir ce qui est bon chez l'autre et s'adapter et s'accommoder. Donc oui, dans un élan spontané, je dirais que nous devons nous débarrasser de tous les carcans négatifs de cette culture. Moi, je vous ai dit que c'est par l'éducation que nous allons y parvenir, tout simplement parce que toutes ces universités des pays qui nous ont colonisés ne produisent pas un homme congolais qui est suffisamment vindicatif, suffisamment conquérant, mais plutôt des assistés, parce qu'on le conditionne dans son fonctionnement pendant son cursus à être justement dépendant de la mentalité de l'homme blanc. Hein, jusqu'au point où il peut même accepter d'entrer dans des obédiences philosophiques, mais il va dire non, c'est moi qui marche ou c'est mauvais, par exemple. Alors qu'il ne peut pas rejeter la religion qui fait sa culture. Il ne peut pas rejeter. Mais il y a beaucoup de Congolais qui vont vous dire non, je rejette cela. Mais si vous examinez en profondeur, il est peut-être rose-croix. Mais en quoi la rose-croix enseigne mieux que la science ou l'éloge de nos traditions? Si je peux, Kikumbi, c'est quoi? C'est une forme de pratique, comment dirais-je, de consultation tout à fait intime dans nos cultures. Justement pour bien montrer que on y apprend des règles, on y apprend des usages qui sont propres à un certain fonctionnement qui assure l'équilibre de la société. Donc c'est aussi une façon de dire que nous avons aussi nos loges. Hein? Les initiations chez nous, ça se pratique aussi en vase clos. Et personne ne va aller clamer haut et fort comme ça. Voilà, pendant l'initiation, j'ai subi ceci et cela. Non, c'est justement le fait que c'est confidentiel que ça crée cette force-là. Mais vous allez voir beaucoup de compatriotes aujourd'hui qui se confortent en Occident en disant non, chez nous c'est mauvais, ce que nos ancêtres nous ont légué c'est mauvais, mais je vais aller là-bas. Or, là-bas, c'est encore un outil pour le conditionner, pour le contrôler. Voyez-vous? Alors, le sujet est très vaste, hein, donc je suis obligé de me discipliner pour arrêter là. Maintenant, vous m'avez aussi parlé de la vocation. Quelqu'un m'a posé la question sur la vocation. Oui, moi je dis que la vocation du Congo, c'est justement d'être un pays à partir duquel, normalement, l'équilibre de l'Afrique doit pouvoir se conjuguer. Parce que Dieu a tout mis là. Vous vous rendez compte? Mais je ne sais pas si... Moi, je suis émerveillé de voir qu'il y a plus que ce qu'on sait.
Il y a plus que ce qu'on sait. Mais ce sont les autres qui viennent. Ils convoitent et nous conjuguons avec l'occupant, alors qu'il faut conjuguer avec votre frère qui est à côté. Moi, je vais par exemple vous donner une expérience que nous sommes en train de vivre. Et je crois que le pasteur m'a dit tout à l'heure que dans les églises, on vit aussi la même chose. Vous voyez que ces élections qui ont eu lieu au Congo, parce qu'il faut quand même appeler un chat un chat, ça a provoqué une scission, une déchirure dans notre communauté, dans notre pays. Tout simplement parce qu'il y a ceux qui auraient voulu croire encore. Le peuple a voulu croire que c'était encore un moyen de s'affranchir. Mais on a vu que finalement, ce n'était pas le cas. Parce qu'il y a eu trop d'interférences qui sont entrées en ligne de compte. Et alors aujourd'hui, il faut maintenant faire un effort pour rappeler aux Congolais que maintenant, nous étions beaucoup plus unis avant ces élections que nous sommes tentés de le faire maintenant après les élections. Donc il y a de nouveau un travail à faire. Ça veut dire que la conscience nationale était fragile. Elle n'était pas suffisamment cimentée. Ce qui fait que vous avez aujourd'hui les Congolais qui changent de position au gré du vent. Aujourd'hui, il soutient un tel et demain, il va là-bas. Et je vous donne même un exemple très criant. Ces élections que nous avons décriées, il s'inscrit au sénatorial, il est candidat à la provinciale, en même temps il est candidat à l'Assemblée, il est aussi candidat éventuellement au présidentiel. Donc comment vous pouvez, quel est le programme que vous présentez au peuple congolais comme candidat député? Quel est le programme que vous présentez au peuple congolais comme candidat provincial? Comment est-ce que vous pouvez avoir un seul programme pour ce niveau de pouvoir? Ce n'est pas possible. Parce que si vous êtes un député provincial, donc il y a certainement une focalisation du projet social que vous devez certainement développer pour convaincre vos concitoyens qu'ils votent pour vous au provincial. Mais ça montre qu'on n'a pas une conscience nationale établie. Parce que si on peut si facilement être candidat dans tous les coins, mais ça veut dire qu'on n'a pas de programme du tout, nulle part. Donc, nous devons nous discipliner et nous devons déjà distinguer que la vocation commence aussi par distinguer ce en quoi on est capable. Parce que Dieu a donné des dons à tout le monde. C'est vrai. Et celui-ci a donné le don de parole, l'autre aura le don d'impulsion. Et il y a d'autres qui ont peut-être le don aussi de secouer la population. Il y a des gens qui sont très forts en mobilisation. Mais il y en a d'autres qui sont incapables de mobiliser, mais ils vont vous dire un mot et ça touche tout le monde. On est presque au garde à vous pour suivre. Donc ça veut bien dire que chacun doit d'abord être humble et accepter que dans les limites du don que Dieu m'a donné, voilà, moi je suis prêt à défendre mon pays dans ces dons-là. Et c'est ça aussi qui nous manque souvent. Non, non. On croit qu'on est omniscient. Ah, il y a celui qui a une idée, voilà, c'est seulement lui qui a cette idée. Mais au lieu de jalouser quelqu'un qui a eu la bonne idée, mais Dieu lui a donné l'onction de cette idée pour que vous puissiez suivre, parce que vous avez l'onction suivante de mobiliser. Donc, on n'arrive pas encore à canaliser nos capacités. Nous avons tout. Dieu ne peut pas nous avoir donné une terre avec toutes ses richesses et ne pas mettre à la disposition de ces richesses les hommes qu'il faut. Et je suis sûr que dans vos prêches, vous allez certainement encore revenir dire que quand Dieu donne la vision, il donne la provision. Ici, la vision, c'est quoi? C'est les matières premières qui permettent de prospecter l'avenir, de créer des perspectives. Mais la provision, c'est quoi? Mais ce sont les ressources humaines. Donc, disciplinons-nous, hein? Réveillons-nous et apprentissons, faisons donc cet apprentissage, c'est ça que je vais dire, pour que nous puissions vraiment mettre en valeur justement tous ces éléments que Dieu a mis dans nos mains. Parce qu'aujourd'hui, un Libanais vient chez nous, en 6 mois, c'est vous qui allez travailler chez lui. Alors que quand il est arrivé, c'est vous qui vous posez la question, mais tiens, qu'est-ce qu'il vient faire ici chez nous? Mais 6 mois après, c'est vous qui cherchez l'emploi chez lui. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Hein? Donc, c'est pour vous dire, mes chers amis, que la responsabilité, elle est nôtre. Commençons par assumer nos responsabilités et vous allez voir que très rapidement le pays va se redresser. Parce que ça passe par là aussi. Hein. Cette façon de nous asphyxier, de nous donner l'impression, ou plutôt de nous convaincre
qu'on se convainque soi-même qu'on est capable de rien, alors qu'on est capable de tout. Donc, je suis venu avec beaucoup de volontarisme. Et maman, yo posé question à Lingala, oh, batu baza koya, mais maman, yo yebaki koza koya, yo yebaki ke mamba moninga lo mama zoya. Yo mobiliser ba mama boni po yo ya yo mokote kaka. O mobiliser ba mama boni, baza boni awa na Bokum to na Düsseldorf to na Aircraft soki wapi. Yo moko mobiliser boni. Otiki ba boni na ndako. Il fallait que yanda mobimba po yo za convaincu. Donc ça nous sala na yo te. Oya papa. Oya na papa. Bon, papa, yo mobiliser ba ni boni. On a mobilisé par négocier sur votre Banane. Donc pour ça nous sala ko kité. Ezanga ke loko moko. Ezanga ke loko moko. Parce que ngai tant ba inviter ngai. Naza convaincu que côté le mawana naza osali samboka na ngai. Na tungisi pasteur outre mesure c'est toyokani à date boy. Ngaku tunakanisa ke kuzala soki le 20 combien? Il y a mois de mars. Te suka suka le 6 avril. Naza komona musika. Kasi tala to sito komi mkola ngole. Donc elinko loba mama. Soko ti elikia na likambo yo zo bundela. Mama ko lembisa makolote. Kitsa maboko te, il faut qu'on continue. Donc le kola yo regretter que bande musu bayete. Donc musala oyo nzamba za kusenga yo. Eza interpellation de nzamba yo pesa yo awa na minute oyo. Donc les yo zo telemawa kenda ote ya bande ko na yo. Yebisa bango ke makambo kuna po mboka na biso to sikola yango to telema. Parce que nzamba apesi bino donc kaka ya koyoka. Potango yo koyoka. Noki opanzi sango. Mais sango ene ko kende ko toucher ta mususu mutu moko o ana mbeli. Oyo ko kende ko kata mutu ya kanambe. Omani. C'est ça. Yo ko mitungisa te. Yo sala o yo ko sala. Parce que si ga mususu nzamba ko tel misa mutu po kende ko sukisa makambo. Mais pour sukisa makambo il faut azwa signal. Eza ko ngonga. Maloba biso eza ko ngonga. Oyo yebita na mato ya nane ko tomber. Mais tant que ko tomber pe na mato ya mutu moko oyo ko sunga biso. Parce que ayebi ke na makambo tozo sala ezo senga makambo belé. Yo sala ka ko oya yo. Soki nzamba pesa ki yo don telemi o yawa. Mama telema suzonga kuna yebisa bango. Boyete? Merci. La dernière question. Ah voilà, comment est-ce qu'on peut transmettre à leur jeunesse toute cette histoire, parce qu'il veut écrire un livre. Mais alors, il faudrait qu'on lui traduise. Où est le traducteur? Je réponds à notre fils. Non, il comprend. Ah, il comprend, mais c'est pas... Ah, ok. Une meilleure compréhension. Alors, félicitations d'abord, parce que je vois là une graine de conscience. Je vois là une graine de conscience, et donc c'est ça qu'il faut encourager. Alors, mais seulement, il faut aussi se garder de se tromper. Parce que l'histoire de notre pays a été longtemps falsifiée. Et je pense que la volonté d'écrire un livre, c'est très bien. Alors, la volonté aussi de se ressourcer, c'est très bien. C'est une démarche tout à fait encourageante. Mais je pense que il faut le faire avec la volonté de servir la nation. Et pas avec un esprit sectaire. Parce qu'on a beaucoup comploté pour que nos pays en arrivent là. Et un autre exemple que je voudrais ici signaler de cette manipulation sur l'emprise coloniale, c'est que quand vous prenez le livre du premier président de la République de Brazzaville, l'abbé Fulbert Yulu, lorsqu'il a quitté le pouvoir, je vous recommande ce livre. Il a écrit, c'est paru aux éditions de la Table Ronde en 1966, il a écrit un livre qui s'intitule « J'accuse la Chine ». Donc vous voyez, la Chine était déjà omniprésente sur le continent africain. Elle provoquait déjà des problèmes. Et dans ce livre, le mérite de ce livre, c'est que l'abbé Fulbert Yulu est en train de décrire la réalité qu'il a vécue, non seulement en tant qu'activiste avant de devenir vraiment un chef de l'État, parce que vous savez, c'était un curé, mais il avait aussi suivi son instinct et donc l'onction que Dieu lui a donnée.
en désobéissant à l'évêque de Brazzaville, qui justement, à cause de la volonté d'emprise coloniale, voulait maintenir cet homme trop intelligent, trop bouillonnant, dans les carcans de l'Église. Et lui s'est affranchi de cela parce qu'il voulait défendre son pays. Alors, qu'est-ce qu'il écrit dans J'accuse la Chine? Il dit que pour que les pays occidentaux, et là nous sommes vraiment en pleine guerre froide, c'est la lutte Est-Ouest, et la compétition entre les pays communistes et les pays capitalistes sur les terres d'Afrique. Alors il dit, mais l'emprise coloniale que d'aucuns voudraient maintenir passera aussi par l'assassinat des leaders charismatiques de manière à créer une fascination et de conditionner maintenant ces peuples dans le conditionnement, dans le mythe. Parce que le mythe, créer un mythe, mais pas n'importe quel mythe, parce qu'on peut devenir mythe comme Mandela, mais on ne l'a pas assassiné comme tel. On espérait qu'il mourrait en prison, mais Dieu a voulu qu'il en soit autrement. Mais on peut aussi assassiner par un geste brutal, et alors là, on frustre les populations, on crée le mythe. Et il explique dans ce livre, il y a un paragraphe où il explique que c'était aussi dans la stratégie des pays occidentaux de voir comment est-ce qu'au Congo on peut créer un mythe sur lequel on va chaque fois ressasser les populations, les conditionner. Parce que le mythe, en se soumettant à la, disons, à l'obéissance du mythe, en se figeant sur le mythe, on oublie le reste. Regardez aujourd'hui, non pas que nous ayons quelque chose contre, pas du tout, puisque vous avez vu à la table ronde qu'Assamoubou a été de ceux, le premier même, à demander que Lumumba vienne les rejoindre. Ça, je préfère quand même qu'on le retienne toujours. Donc, l'objectif, c'était que tous ensemble, on revendique la même chose en même temps. Mais qu'est-ce qui se passe après? Évidemment, la stratégie du monde libre, qui n'était pas d'accord avec notre indépendance, c'est, comme le dit Fulbert Yulou, de créer un mythe en assassinant. Et donc, la méthode de mettre fin à un homme politique, ça détermine aussi le choix dans la capacité de manipuler ad vitam aeternam les générations qui vont venir. Parce que après, il suffit de quelque chose, les gens restent figés dans le souvenir. Regardez aujourd'hui combien de gens s'intéressent, par exemple, au discours politique autre que celui du 30 juin, que l'homme politique a pu dire, ou bien quels sont les actes politiques, ou bien comment est-ce que le premier gouvernement de la République démocratique du Congo a fonctionné, quelles ont été les bonnes décisions, comme vous êtes en train de le dire, et quelles ont été les mauvaises décisions. Il y en a peu qui se penchent là-dessus. Mais presque tout le monde, non, non, il a été assassiné, il a été assassiné. Mais c'était justement fait pour conditionner les populations. Parce qu'alors, bon an, mal an, l'assassin c'est tel pays. Pendant longtemps, c'est la Belgique, l'assassin tel pays. Mais cette même Belgique qui était coupable, qui a reconnu sa part de responsabilité dans une commission d'enquête, mais c'est quand même elle qui est revenue pour reproduire les mêmes schémas. Après, il y a eu d'autres assassinats. Laurent Désiré Kabila est mort. Donc c'est pour vous dire que tout ça relève de la manipulation. Donc, écrire un livre, c'est très bien, mais il faut prendre le soin de regarder l'histoire en face. Et si on n'est pas assez fort pour dépasser l'excitation de l'élément mythe, alors il faut attendre un peu. Parce que vous êtes jeune, c'est une histoire encore qui bouillonne dans les cœurs. Il y a encore beaucoup de gens aujourd'hui qui apprécient cette histoire-là, mais à travers le mythe, mais dans le sens de la manipulation occidentale. C'est-à-dire que l'Occident vient, à un moment donné, je vous cite un dernier exemple, en Belgique, on a fait une place, Lumumba. Et je vais vous montrer pourquoi il y a de la manipulation là. Reconnaître les qualités d'un homme d'État, c'est essentiel. Patrice Emery Lumumba, c'est un homme d'État. Bon. Est-ce qu'un homme d'État, c'est une plaque? Ça se limite à une plaque. Est-ce que vous voyez que l'hommage, est-ce que l'hommage est à la hauteur de la dimension d'homme d'État? Moi, je ne le crois pas. C'est un homme d'État. Donc, il ne fallait pas qu'on manipule au niveau d'une commune, simplement parce qu'il y a des élections qui arrivent sur le plan local, et on fait là une petite plaque. Et une plaque qui tourne le dos, d'ailleurs, à la grande avenue. Donc, mes frères,
on est en train de dire ici comment sortir de l'emprise coloniale. Mais c'est très important, je ne suis pas venu ici pour rien. Donc je suis en train de vous dire que il faut savoir revendiquer les vraies choses. Moi, à la place de certains de nos compatriotes, j'aurais dit non, ce n'est pas ça. Il faut plus que ça. Il faut autre chose que ça. Il faut des dommages et intérêts au peuple congolais. Parce que c'était un homme d'État. C'était pas... non, une plaque, vous avez Victor Hugo, une plaque. Est-ce que vous lisez Les Misérables de Victor Hugo encore? Non. Donc, il ne faut pas qu'on réduise les hommes politiques africains de premier ordre au niveau de l'anonymat. Il y a des gestes qui parlent, il y a des gestes symboliques. Donc, un homme d'État, il doit avoir le mérite d'une reconnaissance d'homme d'État. Et quand ce n'est pas le cas, eh bien, on rejette, on refuse. Parce que ça veut dire que les gens viennent pour vous manipuler. Donc c'est ce que moi je veux dire. Donc c'est pour ça que je vous disais, c'est un sujet qui est passionnant, mais c'est la première fois depuis longtemps que j'ai trouvé cette dissertation quand même difficile, parce qu'il y a tellement de toiles d'araignée, il faut décortiquer tellement de choses que le souci de ne pas vouloir en manquer une, eh bien, a rendu ma tâche quand même très difficile. Et donc, vous voyez que même sur ce sujet du mythe, je pourrais aussi vous parler dans l'autre sens de Kasavubu, parce que les deux font la paire. Hein. En 60, c'est quand même les deux têtes d'affiche à ce moment-là. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans l'autre sens? C'est la négligence, c'est l'oubli. Pourquoi c'est l'oubli? Mais justement parce que l'onction de libération, telle que Simon Kimbangu sur le plan spirituel, sur le plan politique, le relais est fait par Kasavubu. Ben alors, si on fait trop la promotion par le colonisateur de celui qui donne la flamme de la gouvernance, mais alors, on active des jeunes comme celui-là. Lui, il veut écrire un livre, mais peut-être que c'est un politicien en devenir. Donc, on active tout ça, et justement, l'emprise coloniale veut éradiquer tout ça. Donc, tout ce qui est flambant, tout ce qui va dans le sens de la libération, on essaye un peu d'occulter. Hein? Parfois, c'est très très difficile d'avoir un hommage un peu international sur le père fondateur de la nation congolaise. Simplement parce que, justement, on ne veut pas réveiller ce qui a dérangé l'homme blanc pour l'exploitation. Alors, vous allez avoir un éditorial d'un journaliste brillant de RFI, M. Jean-Baptiste Plaka, qui va vous donner un article intitulé « Les Occidentaux préfèrent les médiocres ». Et 10 ans après, c'est Monseigneur Monsengo, un peu comme Don Camara, mais toute proportion gardée, hein, il vient aussi dire que non, les médiocres doivent dégager. Donc c'est pour vous dire que quand Monsengo prend ses positions, là c'est quand même aussi une alerte à la Cinco que j'ai décrit tout à l'heure. Donc là il se dit, mais j'ai quand même une responsabilité de Bantou, je dois quand même faire quelque chose, tout en respectant le pape, mais il a quand même dit ça. Les médiocres doivent dégager. Donc, c'est à nous de prendre ce qui est nécessaire pour nous, cette phrase-là, et laissons-le aux alcôves du Vatican vénérer la foi chrétienne à sa manière. Mais il nous a donné aussi un message, c'est-à-dire libérez-vous. Libérez-vous. Donc voilà un petit peu, vous voyez, le sujet n'est pas terminé.